Alors je m'occupe d'une petite cinémathèque à l'Institut national du sport, qu'on appelle l'INSEP, qui est une institution en France. Donc c'est comme une petite cinémathèque avec, à peu près 2 500 films et il y a une dizaine d'années, un ancien entraîneur de volley-ball qui s'est occupé de l'équipe de France, de volley-ball dans les années 80 est venu me voir et m'a parlé de Daimatsu et me demandait si je connaissais. Il s'était inspiré de cette méthode, qui avait été très efficace en son temps et il m'a apporté 2 films qu'on a donc visionnés ensemble et j'ai été, surpris, pour pas dire, estomaqué, de voir, les premières images de l'entraînement de ces joueuses, qui s'entraînaient de façon très inhabituelle surtout pour les années 60, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de rapidité dans l'entraînement, beaucoup de répétitions. Je trouvais ça extraordinaire, les images étaient surprenantes et j'ai eu comme une connexion, neuronale avec mes synapses qui se sont connectées quand on voyait un message. Ça ressemblait comme 2 gouttes d'eau au dessin animé que je regardais quand j'étais enfant, et qui en France s'appelait Jeanne et Serge, mais le titre original est, je crois, Attacker You. Et alors que c'était un manga et un dessin animé qui a été beaucoup plus tardif, je l'ai découvert très vite en faisant des recherches, qui s'était inspiré du tout premier Attack Number One, et qui était inspiré directement, qui avait profité de la popularité des Sorcières de l'Orient pour proposer d'abord le manga dans le magazine Margaret, et puis l'animé Attack Number One. Et donc ça a été très surprenant, parce qu'en France, tout le monde connaissait ces mangas et ces dessins animés, mais personne n'avait jamais entendu parler de sorcières venues d'Orient, et d'une équipe qui avait tout gagné, et qui avait inspiré ces dessins animés, qui pourtant étaient très importants dans l'imaginaire collectif en France et dans toute l'Europe. Alors il faudrait peut-être leur poser la question à elles. On n'en a pas beaucoup discuté, mais de mon point de vue, comment j'ai perçu leur réaction, je pense que la plupart des joueuses étaient relativement habituées aux sollicitations des journalistes notamment. Elles ont fait beaucoup d'interviews et notamment filmé pour NHK et d'autres chaînes de télévision. En revanche, ce qui était plus inhabituel, c'était qu'on aille autant en profondeur, si j'ose dire, dans le sujet, qu'on discute longtemps, que je m'intéresse vraiment à elle, de façon peut-être moins superficielle. Ça, c'était assez nouveau. Et peut-être aussi le fait que je vienne de France, et que ce sujet était peut-être considéré comme un sujet domestique, comme on dit en anglais, propre pour les Japonais et finalement pas quelque chose qu'on exporte. Donc il y a une petite surprise. Après, assez rapidement, elles ont compris et elles ont très gentiment accepté de jouer le jeu et de répondre à mes questions, de me revoir une deuxième fois pour les tournages. Donc je crois qu'il y a eu un mélange de peut-être d'une première surprise et j'imagine aussi d'une certaine reconnaissance qui leur ont fait plaisir, j'espère, puisque c'est assez valorisant d'être le sujet d'un documentaire, surtout d'un étranger. Donc elles m'ont accueilli avec beaucoup de gentillesse et j'espère que ce film aussi leur plaît. J'ai envie elles m'ont beaucoup donné et j'ai envie de leur rendre à mon tour. Au départ, j'ai souhaité les rencontrer parce que les archives ne disaient pas tout. Et notamment, beaucoup de commentateurs étrangers méconnaissaient le Japon, méconnaissaient la réalité du sport de haut niveau. Et j'avais très à cœur que les joueuses parlent en leur nom. Surtout qu'il y avait vraiment une vision très occidentale de la femme japonaise qui était forcément victime d'un entraîneur bourreau, etc., tortionnaire. Donc il y avait vraiment une méconnaissance de la réalité. C'était important pour moi de donner l'opportunité aux joueuses de se raconter elles-mêmes. Et donc j'ai appris plein de détails de l'intimité de ce groupe qui était très précieux, leur surnom qui n'apparaissait pas du tout dans les archives et qui était une trouvaille géniale parce que ça nous fait toucher du doigt la réalité du groupe à l'intérieur d'une équipe. On ne rentre pas normalement dans un vestiaire, on ne rentre pas dans cette intimité. Là, les surnoms donnés par Daimatsu sont vraiment très savoureux
Et c'était extraordinaire de voir les joueuses et les sorcières rire du surnom de leurs camarades. Et ça ravivait tout d'un coup la flamme de leur jeunesse. On avait l'impression de retrouver un groupe de jeunes femmes, notamment dans cette séquence autour de la table. Donc ça, c'était une super découverte. L'inspiration de Daruma, ça a été aussi une trouvaille géniale. Après, en termes de peut-être plus pratique dans nos échanges, c'était pas une surprise parce que je connaissais cette réputation des Japonais et des Japonaises de cette époque. Alors je parle de façon un peu générale, mais c'est toujours un peu perturbant pour, on va dire, les Occidentaux, et je parle encore de façon très générale, je m'en excuse. C'est l'humilité de ces joueuses. Une énorme et sincère humilité qui parfois était handicapante, entre guillemets, parce que je veux faire un film, je veux raconter leurs extraordinaires exploits, et elles ramenaient souvent ça à la normalité. Plusieurs d'entre elles me disaient, mais c'était normal, on s'entraînait dur, mais c'était normal. Et ce mot est souvent revenu, et je me souviens que dans nos échanges, je disais, mais non, c'est pas normal. Et donc, voilà, il y avait parfois... certaines d'entre elles me disaient, mais vous êtes français, alors peut-être que pour vous c'est pas normal, mais donc il y a eu ce moment, je me souviens de cet échange, et donc voilà, c'était pas une découverte totale parce que je connaissais de réputation au moins cette façon dont les Japonais ont de ne pas se mettre en avant, et elles viennent aussi d'une génération où l'effort était collectif, on travaillait pour la société, pour la reconstruction du Japon entièrement, et l'individu n'était pas mis en avant. Et donc c'est bien normal, et j'espère ne pas trop les avoir embêtés avec ça, parce que je voulais les montrer à quel point elles étaient extraordinaires, mais elles ont toujours considéré qu'elles n'étaient pas, qu'elles faisaient partie d'un effort plus collectif, et c'est tout à leur honneur, hein. C'était un vrai défi, mais je crois que c'était la seule manière pour moi de faire le film. Comme j'expliquais, j'étais totalement agacé par les commentaires, notamment des articles américains, qui considéraient ce coach comme un démon, que ces joueuses étaient maltraitées, etc. Et j'étais agacé parce que ces journalistes, ces observateurs étrangers, ils ne se seraient jamais émus si Daimatsu avait entraîné des hommes. S'ils avaient eu en face d'eux une équipe de masculine, ils auraient trouvé ça normal que ces hommes s'entraînent aussi dur. Là, c'était des femmes, et je crois que en Occident, même si on prétendait être plus avancé sur la condition de la femme, etc., moins misogyne, moins patriarcal, en réalité, la femme en Occident était tenue à la modération. Il ne fallait jamais faire aucune activité avec excès. Et là, au Japon, on s'entraîne, c'est pas pour rigoler, hein. Il y a une intensité, il y a un engagement, un investissement dans l'entraînement qui est remarquable, et qui a choqué un certain nombre de publics. Donc je voulais qu'elle parle, elle. Et je voulais pas dire j'ai raison, ils ont tort. C'était pas à moi de trancher cette question. Il fallait que ce soit les joueuses elles-mêmes qui racontent leur histoire. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas écrire de voix off moi-même, et qu'elles puissent nous dire oui, nous avons accepté, nous avons compris que Daimatsu était en mesure de faire de nous des championnes. Et donc, à partir du moment où on a accepté de suivre son entraînement, son régime d'entraînement, eh bien, on n'a pas remis en cause et en question ça, et on s'est entraîné très fort. Et ça, j'ai trouvé ça, c'était très important pour moi, de montrer des pionnières du sport de haut niveau, qui aujourd'hui, les hommes et les femmes s'entraînent de façon à peu près équivalente. Enfin, dans les volumes d'entraînement, il y a des adaptations, mais c'était important qu'on voit aussi à l'écran des exemples de championnes femmes, et elles viennent du Japon. Donc je suis très heureux qu'on les entende et que ce soit elles qui témoignent dans le film. Les joueuses ont été extrêmement claires là-dessus. Elles étaient très reconnaissantes envers Daimatsu-san. Il a fait office d'un père de substitution. La majorité des joueuses, comme beaucoup d'ailleurs de personnes de cette génération, étaient orphelins soit du père, soit de la mère, mais
très souvent du père, du fait du conflit de la Seconde Guerre mondiale. Et elles ont trouvé chez cet homme, effectivement, quelqu'un qui les a soutenues. Quand elles ont arrêté leur activité sportive, en tout cas à plus haut niveau, il a été aussi très regardant sur. Je sais que par exemple, Kasai-san, la capitaine, a eu un mariage quasiment princier, puisque le Premier ministre japonais a fait un discours pendant son mariage. Et Daimatsu a beaucoup œuvré pour que les joueuses puissent continuer leur vie de femme en dehors du volley. Ils sont restés assez proches. Et elles étaient extrêmement reconnaissantes. Je me souviens, elles m'ont toutes dit, sans que je leur demande, qu'il était celui qui donnait le plus, parce que son système d'entraînement étant ce qu'il était, c'est-à-dire que les horaires n'étaient pas fixés, il fallait que les joueuses remplissent ce fameux jeu des 10 points qui est exposé dans le film. Et tant que ce contrat n'avait pas été respecté, l'entraînement n'était pas fini. Et cet exercice se faisait à 2 joueuses. Donc quand la première paire avait fini, elle pouvait aller se doucher, aller manger. Et Daimatsu était donc celui qui finissait toujours le plus tard l'entraînement, parce qu'il fallait attendre la dernière paire. Et il rentrait souvent dans la nuit. C'était le seul qui ne dormait pas à l'usine de Kaizuka. Donc il devait rentrer chez lui, repartir. Et ça, les joueuses étaient à chaque fois ébahies en me disant « mais quel don de lui il a fait ?» Et ne mettaient jamais en avant leur propre investissement, mais celui du coach Daimatsu. Ce qui est encore une fois tout à leur honneur. Elles ont une humilité d'une confondante. Plus j'ai connu les détails de cette histoire, plus je me suis aperçu qu'il était difficile d'isoler, par exemple, la partie sportive du contexte social et politique et historique, qui est la reconstruction du Japon. Et l'effort de cette équipe s'inscrit dans un effort plus général, industriel, collectif, de toute la société japonaise, pour en moins de 20 ans, accueillir les Jeux Olympiques, avoir des gratte-ciel, des illuminations la nuit, des robots dans toutes les usines, etc., les transistors, le train le plus rapide du monde, etc. Un effort incroyable, dans un laps de temps très réduit. Je voulais donc que tout ça soit relativement mélangé, en fait. Ne pas éclaircir les choses et que tout soit entremêlé. Et c'est pour ça que le montage prend cette forme d'entrelacement aussi entre les sources. Et l'animation japonaise, où il y avait une certaine évidence, puisqu'il y avait une confusion entre la réalité et la fiction. Une première fiction de manga, donc le manga de Shikaku Urano, Attack No. 1, va profiter de la popularité de ces joueuses qui viennent de remporter les Jeux Olympiques. Par la suite, ce manga va être très populaire. Il va générer d'autres. Les chaînes concurrentes et les magazines concurrents vont créer leurs propres mangas et animés, profitant eux-mêmes de cette notoriété. Et c'est donc une longue chaîne d'inspiration qui mène à nos jours, où de grands joueurs et joueuses de volley déclarent avoir commencé le volleyball en regardant les mangas et les animés, en lisant les mangas ou en voyant les animés, et donc en ne s'inspirant pas de personnages réels. Je trouvais que c'était fascinant, et donc je voulais entremêler les deux. Ensuite, ça n'a pas été une idée géniale de ma part. Il a fallu aussi que je compose avec les difficultés techniques, et je me suis aperçu, par exemple, je devais raconter l'histoire de 2 finales, les championnats du monde 62 et les Jeux Olympiques 64, et que j'avais assez peu d'archives. Par exemple, pour 62, j'avais 3-4 minutes d'un film soviétique qui était monté bizarrement avec des plans de coupe qui ne correspondaient pas au même point. Donc je voulais raconter la physionomie, le scénario du match. Et j'étais donc battu, je n'avais pas toute la matière possible. Et je me suis aperçu que Attack No. 1, le dessin animé, dure 104 épisodes, et l'épisode 103 et 104, qui durent une vingtaine de minutes, sont consacrés exclusivement à une rencontre fictive entre le Japon et l'URSS. Donc j'avais maintenant plus 4 minutes, mais une quarantaine de minutes d'archives. Et j'ai utilisé le dessin animé pour combler les lacunes laissées par les archives. Et donc jouer avec les ressemblances
donc ça avait du sens, mais c'était aussi pour répondre à une difficulté, un problème technique que j'ai rencontré. Et c'est pour ça que j'ai utilisé cette forme de plan de coupe avec les dessins animés qui viennent compléter les séquences réelles de match. La toute première fois où j'ai commencé à tester la musique avec le montage, il y a eu une sorte de coïncidence heureuse. C'est cette séquence où je mélange donc le dessin animé et les archives de l'entraînement, un entraînement très intensif, où on voit le coach Daimatsu envoyer les balles, euh, un petit peu comme des obus, des bombes, si on peut dire. Et le dessin animé avait totalement repris la même échelle, le même cadrage. Donc c'était amusant de voir à quel point ça se ressemblait. Et la semaine, exactement le jour où je travaillais sur ce montage, j'avais besoin d'une musique pour m'aider à faire un fil rouge. Un groupe Portishead, un groupe britannique, Bristol, sort son 3e album qui est très attendu. Et j'écoute l'album et un morceau attire mon attention. Il s'appelle Machine Gun. Et avec des synthétiseurs analogiques, reproduit le son de quelque chose d'un bruit de bombe ou de mitraillette. Et donc ça donne ça renforce le côté martial de la séquence, et ça fonctionnait bien. Et je découvre juste derrière qu'en réalité, ce qui était encore plus impressionnant et plus réussi, c'était la présence de la voix de la chanteuse, Beth Gibbons, qui apportait cette voix féminine, et qui, un peu comme les joueuses elles-mêmes, c'est une personne qui est pas du tout... qui ne se présente pas comme une rockstar sur scène qui est très exubérante. Elle est très introvertie, très... Voilà, très en dedans, je ne sais pas comment dire. Et par contre, dès qu'elle chante, il y a une grande puissance émotionnelle, on est électrisé par sa voix. Et voilà, je trouvais qu'il y avait un parallèle personnel entre Beth Gibbons et les joueuses, qui elles-mêmes étaient à la fois très humbles et très fortes, physiquement et mentalement. C'était la première expérience, ça marchait bien, et le groupe Portishead travaille beaucoup avec des synthétiseurs analogiques, qui sont donc des vieux synthétiseurs, qui ont cette particularité d'être pas tout à fait bien accordés, un peu chevrotants, et ça allait bien avec la texture de l'archive ancienne. Et il y avait un côté très japonais, qu'on pourrait appeler rétro-futuristique, c'est-à-dire une vision du futur qu'on avait dans le passé. Les années 60 au Japon, pour nous, Français, c'était le futur, avec toutes les innovations dont j'ai très rapidement parlé, mais les premiers robots, le Shinkansen, les premiers buildings à la hauteur, il n'y avait pas ça en France, donc on avait l'impression de voir le futur. Et forcément, le Japon des années 60 n'est plus le futur, donc ce côté rétro-futuristique était très bien rendu par les synthétiseurs analogiques. Et pendant mon premier voyage en juin 2019, quand j'ai rencontré la première fois les sorcières, j'ai acheté un petit synthétiseur dans un magasin à Tokyo qui est connu pour ça, de la marque Roland, qui est un des leaders des instruments au Japon. Et donc j'ai moi-même effectivement fait 3 morceaux avec ce petit synthétiseur qui était donc même lui-même japonais, donc il y avait une sonorité qui apportait cette dimension. Et pour les 2 derniers morceaux, j'ai demandé aussi une musique originale qui a été faite par donc Jason Little, qui est le membre fondateur et leader du groupe Grandaddy, et que j'aimais beaucoup parce qu'il avait ce talent pour transmettre dans sa musique une certaine mélancolie, nostalgie, qui n'est jamais sombre ou triste, mais qui est parfaitement mélancolique. Et pour la fin, je voulais apporter cette dimension émotionnelle. J'étais très touché par les images des joueuses au moment de leur victoire, et je voulais faire un final un petit peu dans l'émotion, tirer un peu les larmes. Je trouve que c'est un moment qui moi toujours m'émeut beaucoup, même après avoir vu le film plein de fois. Donc voilà pour la musique qui effectivement a eu une importance capitale
dans la mesure où habituellement dans les documentaires, les archives sont accompagnées de voix off qui souvent expliquent ce qui se passe déjà à l'image. Il y a une sorte de redondance. Et ici, chaque séquence d'archives est accompagnée de musique qui apporte un contenu, mais aussi émotionnel, pas seulement cognitif, et qu'on puisse avoir une plongée. Les sorcières nous ont parlé de ces éléments, donc on a un effet de mémoire aussi. On se souvient de ce qu'elles ont dit. On se retrouve un peu comme elles, à se remémorer ce on vient d'apprendre, mais on vit une séquence purement cinématographique, de belles images et de musique. Donc c'était un procédé que je trouvais assez efficace, enfin en tout cas qui a marché sur moi, et que j'ai souhaité donc appliquer au film. Personnellement, j'ai eu la chance de voyager plusieurs fois au Japon, et je suis un grand fan, mais comme beaucoup de Français, un grand fan du Japon, la nourriture japonaise, du savoir-faire japonais, du raffinement, de tout. En fait, tout ce qui est japonais, je trouve ça tellement beau, tellement bien fait, tellement. Et j'ai toujours été surpris de voir la réaction des Japonais qui semblent étonnés de pouvoir être l'objet de convoitise ou d'admiration. Enfin, que ce soit eux qui soient le modèle ou le centre des attentions. Et donc ça m'a toujours surpris, comme si c'était. Je sais que pendant l'après-guerre, avec l'influence américaine, il a fallu. Le monde entier avait les États-Unis comme modèle. Il fallait ressembler aux États-Unis, il fallait devenir capitaliste, produire, etc. Bon. Et le cinéma a beaucoup joué là-dessus. Mais je crois que le Japon fascine beaucoup de monde, et le Japon est admiré à l'étranger, et particulièrement en France. Donc, ne soyez pas étonnés qu'un Français ait fait un film sur le Japon, parce que moi, ça a motivé complètement mon envie de faire un film. J'étais totalement abasourdi, émerveillé par cette histoire, et très heureux de découvrir que toute cette culture de l'animation et du manga avait cet ancrage, la réalité, et que cette confusion aussi entre réalité et fiction m'a passionné. Les sorcières ont un nom particulièrement fictionnel, romanesque. Elles ont des surnoms, elles ont des capacités. Ça ressemble à cette culture des Pokémon, ou avec des super pouvoirs et des habilités, etc. Et toute cette culture qui a vu une exportation extraordinaire. Aujourd'hui, le manga et l'animé intéressent le monde entier. Et donc, c'est un juste retour des choses que des réalisateurs ou des personnes hors du Japon portent leur regard sur cette société, sur cette culture qui est aussi un modèle. Merci à vous.